Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une situation qui est un véritable casse-tête, géopolitique et humain aussi. L'Est de la République démocratique du Congo. Bonjour. Oui, un dossier d'une complexité rare. On a mis la main sur des extraits d'une dépêche AFP. Une dépêche qui décortique un rapport d'experts des Nations Unies. Et ce qui est fascinant, c'est vraiment le timing. Totalement. C'est ça le paradoxe. D'un côté, on a des poignées de main à Washington. Un accord de paix qui semble tout neuf, entre la RDC et le Rwanda. Et de l'autre, on a ce rapport. Il tombe comme un pavé dans la mare. Un énorme pavé, oui. Et il décrit une réalité sur le terrain qui est à des années-lumière de la paix. Notre objectif aujourd'hui, c'est de comprendre ce décalage et d'analyser les accusations très, très lourdes que ce rapport met sur la table. C'est exactement ça. On a la diplomatie qui opère, disons, dans une autre stratosphère. Et puis, il y a la boue, le sang, la réalité du terrain. Et il faut vraiment insister sur le poids de ce document. Ce n'est pas une simple opinion? Ah non, pas du tout. Ce n'est pas un article de blog, c'est un rapport semestriel commandé par le Conseil de sécurité de l'ONU. Les auteurs, ce sont des experts. Ils ont passé des mois à enquêter, à recouper des témoignages. Chaque mot est pesé, j'imagine. Exactement. Chaque mot a des conséquences diplomatiques potentiellement énormes. Alors, le voir sortir juste après l'accord de Washington, c'est une piqûre de rappel brutale de la réalité. Une piqûre de rappel qui dit en gros « Attention, ce que vous signez sur le papier ne correspond en rien à ce qui se passe vraiment Voilà. ». Alors, allons-y. Quelles sont les conclusions les plus explosives de ce rapport? De quoi accuse-t-on précisément l'armée rwandaise et ses alliés? Alors, les termes employés sont très directs. Sans aucune équivoque. Le rapport parle d'exécution et de déplacement massif forcé de population. Ah, et c'est frontal. C'est très frontal. Et ce serait mené conjointement par l'armée rwandaise et le groupe armé M23. On n'est pas dans l'insinuation là. Le rapport documente une campagne de violence qui s'est intensifiée surtout depuis la prise de Goma en janvier dernier. Par le M23, oui. Cet événement a tout changé, hein. Il a complètement rebattu les cartes dans la région. Et quand le rapport parle de l'implication du Rwanda, est-ce qu'il précise la nature de cette implication? C'est un soutien en armes, en argent, ou c'est plus que ça? C'est bien plus que ça. Et c'est là que le rapport franchit vraiment un cap. D'accord. Il ne parle pas d'un simple soutien, il parle d'une participation, je cite, directe des forces de défense du Rwanda. Les RDF, l'armée officielle. L'armée officielle du pays, oui, une participation directe aux opérations du M23 sur le sol congolais. Participation directe? Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que des soldats rwandais combattent en RDC. Ce n'est plus juste un soutien à un groupe rebelle. C'est une intervention militaire non déclarée d'un État sur le territoire d'un autre. C'est une accusation d'une gravité extrême. Et ces opérations menées ensemble, elles visaient qui officiellement? Officiellement, la cible désignée, c'est un autre groupe armé, historiquement très implanté dans la région, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, les FDLR. Mais... Et c'est là que tout bascule. C'est que les méthodes décrites dépassent largement le cadre d'un simple affrontement entre groupes armés. Les experts de l'ONU listent exécutions sommaires, arrestations et détentions arbitraires. On sort de la logique de guerre, là. On entre dans celle des crimes contre l'humanité. Justement, pour que tout le monde saisisse bien l'enjeu, les FDLR, ce n'est pas un groupe rebelle comme un autre. Il y a une charge historique très, très lourde derrière cet acronyme, n'est-ce pas? Absolument, c'est un point crucial pour comprendre. Oui, c'est essentiel pour comprendre la motivation, du moins l'officielle, du Rwanda. Tout à fait. Les FDLR, à l'origine, ont été formés par certains des responsables du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, qui se sont ensuite réfugiés dans l'est du Congo. Donc pour le gouvernement rwandais actuel, Celui de Paul Kagame qui a mis fin au génocide. exactement. Pour lui, les FDLR représentent une menace existentielle. C'est l'héritage idéologique de ceux qui ont voulu exterminer son peuple. C'est le cœur de l'argumentaire rwanda depuis presque 30 ans pour justifier ses interventions. D'accord, le contexte historique est posé, mais ce que le rapport décrit, ça semble aller bien au-delà d'une simple opération de contre-terrorisme. Ah oui, largement. Il y a un mot en particulier dans la dépêche qui est glaçant. Le rapport parle de destruction et d'incendie, systématique des habitations. Ce mot systématique, il change tout. Il change absolument tout, parce qu'il suggère une planification, une stratégie. Ce ne sont pas des dommages collatéraux. Non, pas des maisons qui brûlent par accident. Exactement. Systématique, ça implique une politique délibérée. On détruit pour punir,
pour terroriser, pour rendre impossible le retour des populations. C'est une tactique de la terre brûlée. Et qui était visé. Le rapport précise que si les maisons de membres des FDLR étaient visées, le ciblage s'est étendu aux civils supposés les soutenir. Et la source ajoute que beaucoup d'entre eux étaient des Hutus. On entre dans une logique de punition collective. C'est le risque terrible, oui. Une punition basée sur des suspicions et potentiellement sur une appartenance ethnique. Et pour mener ce genre d'opération, à grande échelle, il faut une force de frappe conséquente. Est-ce que le rapport donne une idée de l'ampleur de la présence militaire rwandaise? Oui, et le chiffre est stupéfiant, hein. Il donne une idée très concrète de ce que participation directe veut dire. Alors, Les experts estiment qu'entre 6 000 et 7 000 soldats des RDF sont toujours déployés dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. 6 à 7 000 soldats. Pardon, mais pour donner un ordre de grandeur, ça représente quoi à peu près? Ce n'est pas une petite unité d'incursion, c'est l'équivalent de plusieurs brigades de combat. C'est une force capable de contrôler des territoires entiers, De tenir des villes, de tenir des villes, de mener des offensives majeures. Oui, ce n'est pas une opération de police transfrontalière, c'est une véritable armée d'occupation qui ne dit pas son nom. C'est une guerre en fait? Leur rapport parle de 2 brigades et 2 bataillons d'opérations spéciales. Il y a une logistique, une chaîne de commandement, oui, c'est une guerre. Bon, si on récapitule cette partie, on a des accusations de crimes de guerre, de destruction systématique. Le tout mené par une armée étrangère de plusieurs milliers d'hommes sur le sol congolais. Face à un dossier aussi accablant, documenté par le NUM, quelle est la réaction de Kigali et du M23? La réponse, c'est un mur, un déni, total et catégorique. C'est-à-dire, Comme le rappelle l'article de l'AFP, le Rwanda et le M23 ont à chaque fois nié en bloc. Leur position officielle, c'est « nous n'y sommes pour rien on a donc deux récits qui s'affrontent. ». Frontalement. Celui des experts de l'ONU, factuel, détaillé, et en face, une négation absolue. Mais ce genre de déni, est-ce que c'est encore crédible sur la scène internationale? Surtout quand les accusations se répètent, rapport après rapport. De moins en moins. Vous savez, c'est une stratégie qui a ses limites. Les mêmes experts de l'ONU avaient déjà, dans des rapports précédents, souligné ce qu'ils appellent le rôle décisif du Rwanda, notamment dans la prise de Goma. Il y a une accumulation de preuves donc. Il y a une accumulation, une constance dans les accusations qui fait que le déni, pur et simple, devient très difficile à soutenir. C'est un peu la stratégie de l'encre de sèche. On nie en bloc en espérant que la complexité de la situation finisse par noyer le poisson. Et là, c'est la communauté internationale. Voilà. Mais les faits sont têtus. Et les faits, dans ce rapport, sont précis. Ils ne se contentent pas de distribuer les responsabilités de manière générale, ils pointent un acteur en particulier. Oui, le M23 est nommément désigné comme, je cite, le principal auteur des violations des droits humains documentées entre avril et octobre. Le principal auteur. Pour donner une idée de l'horreur, le rapport lui attribue 45% de toutes les exécutions sommaires recensées durant cette période. 45%. C'est presque la moitié. Ce n'est plus un acteur parmi d'autres. Non, c'est le centre de gravité de la violence. Ce chiffre montre que la violence exercée par ce groupe n'est pas anecdotique, elle est centrale dans la dégradation de la situation humanitaire. Et il n'y a pas que ça, j'imagine. Non, ce n'est pas tout. Le rapport ajoute une autre couche à leur emprise sur la région. Il fait état d'un enrôlement forcé dans toutes les zones sous leur contrôle. En plus des meurtres. Il ne se contente pas de tuer ou de déplacer, il force aussi les civils, souvent très jeunes, à rejoindre leur rang. C'est une façon de briser les communautés de l'intérieur et de s'assurer une réserve de combattants par la terreur. C'est un tableau effroyable. On a donc un axe très clair, l'alliance Rwanda-F23 qui mène une guerre brutale contre les FDLR et les civils soupçonnés de les aider. On pourrait penser avoir compris la dynamique principale, mais c'est là que le rapport sort un dernier lapin de son chapeau. Et c'est peut-être le plus déroutant. Oui. C'est le point qui fait basculer toute l'analyse et qui montre à quel point les lignes sont brouillées. Les experts de l'ONU affirment que, de son côté, le gouvernement de la RDC Oui. a continué à coopérer avec les FDLR. Pardon, j'ai bien entendu. Le gouvernement de la RDC, l'entité étatique qui est censée combattre tous les groupes armés sur son territoire, coopère avec les FDLR. Précisément. Le groupe même que l'armée rwandaise et le M23 sont accusés de combattre avec cette violence inouïe. C'est toute l'ironie tragique de la situation. Et si on repense à notre point de départ,
l'accord de paix de Washington. Ça devient encore plus vertigineux. C'est ça. Dans cet accord, le gouvernement congolais s'est engagé, noir sur blanc, à neutraliser les FDLR. Mais c'est sidérant. Comment est-ce possible? Comment les diplomates à Washington peuvent-ils être à ce point déconnectés des généraux sur le terrain? C'est une excellente question. Est-ce que le gouvernement de Kinshasa n'a aucun contrôle sur sa propre armée? Ou est-ce que c'est un double jeu, parfaitement maîtrisé? C'est probablement un mélange des deux. D'une part, l'armée congolaise, les FARDC, est notoirement faible, mal équipée. Elle a souvent du mal à contrôler ses propres troupes et ce territoire immense. Donc s'appuyer sur des milices. C'est une vieille tactique. L'adage « l'ennemi de mon ennemi est mon ami » s'applique de manière très crue. Face à l'offensive du M23, s'allier avec leur ennemi juré, les FDLR, peut sembler un calcul militaire logique à court terme. Et d'autre part, le double jeu. D'autre part, il y a sans aucun doute un double discours. On affiche à la communauté internationale une volonté de paix, de neutralisation des groupes armés. Pour obtenir un soutien diplomatique, financier. Exactement. Et sur le terrain, on fait des alliances de circonstances pour survivre militairement. D'accord, mais si on se met à la place de Kigali une seconde, il voit le gouvernement de la RDC collaborer activement avec un groupe qu'il considère comme une menace existentielle. Est-ce que leur réaction, bien que totalement brutale et illégale, n'est pas, de leur point de vue, une réponse à cette duplicité ? C'est exactement l'argument qu'ils avancent en coulisses et parfois publiquement. Ils disent « Nous ne pouvons pas rester les bras croisés pendant que le Congo s'allie à ceux qui veulent nous anéantir. Si Kinshasa ne fait pas le ménage, nous le ferons nous-mêmes. » C'est leur justification. C'est leur justification. Le problème, c'est que cette logique est un engrenage infernal. La fin, même si on la considère légitime d'un point de vue sécuritaire rwandais, ne peut pas justifier les moyens. Surtout quand ces moyens sont des massacres de civils. Évidemment, on entre dans un cycle sans fin où chaque camp justifie ses propres atrocités par la menace ou les actions de l'autre. La RDC peut dire comment ne pas s'allier à tout le monde quand l'armée rwandaise occupe notre sol, et le Rwanda répond comment ne pas intervenir quand vous hébergez des génocidaires. C'est une impasse totale. Une impasse tragique où la confiance est la première victime. Si personne ne respecte ses propres engagements, à quoi bon négocier? C'est le cœur du drame. Ça rend la médiation internationale presque impossible. Chaque camp peut accuser l'autre de mauvaise foi, preuve à l'appui. Grâce à ce genre de rapport. Oui, ça détruit tout le capital confiance nécessaire pour construire une paix durable. Les accords deviennent des bouts de papier, des performances diplomatiques pour la galerie pendant que sur le terrain la guerre continue. Alors, pour résumer cette plongée vertigineuse, on a un rapport de l'ONU qui se lit comme un acte d'accusation pour crime de guerre, qui vise le Rwanda et le M23. On a des dénégations officielles qui vont à l'encontre de toutes les preuves. Et pour couronner le tout, on a un processus de paix qui est miné de l'intérieur par le gouvernement congolais lui-même, accusé de jouer sur les deux tableaux. C'est un tableau incroyablement sombre. C'est un tableau qui illustre l'échec collectif depuis 30 ans à stabiliser cette région. Vous savez, ça fait des années que je lis ces rapports, et ce qui me frappe ici, ce n'est même plus la violence en soi, qui est hélas une constante. C'est la précision presque bureaucratique avec laquelle ces atrocités sont planifiées et, en même temps, la duplicité institutionnalisée au plus haut niveau. Ça en dit très long sur l'impunité qui règne en maître. Et ça nous laisse avec une conclusion pour le mois amer. Merci beaucoup d'avoir démêlé cet écheveau avec nous. Le plaisir, si on peut dire, est partagé. Je crois que tout cela nous amène à une question qui dépasse le simple cadre de ce conflit. Le rapport identifie des coupables, il documente des faits. Mais il met en lumière une pathologie plus profonde. Laquelle? Quand les États signataires d'un accord de paix maintiennent des liens opérationnels avec les forces mêmes qu'ils se sont engagés à combattre, la question n'est plus simplement que vaut une signature. La vraie question devient, dans un conflit où les armées régulières, les gouvernements et les milices sont si entremêlés qu'ils en deviennent interchangeables, à qui la communauté internationale peut-elle encore parler pour arrêter le massacre? Quand tout le monde joue un double jeu, qui est encore un interlocuteur fiable pour la paix?